Cet été, au mois de juillet, ma fille aînée, qui a presque 15 ans, part en colonie de vacances. Je l'observe préparer son sac à dos, plier ses mini-shorts et essayer les petites robes d'été qu'elle a choisi d'emporter. Évidemment, je suis heureuse qu'elle parte à l'aventure, vivre des expériences loin de nous. Et en même temps, en la voyant là, si grande déjà, et si jolie surtout, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu peur aussi. De penser aux mauvaises rencontres qu'elle pourrait faire là-bas, à tout ce qui risque d'arriver à l'âge des premières fois. Est-ce qu'elle saura prendre soin d'elle, repérer les playboys toxiques ou les moniteurs abusifs? Parce que ça existe. Et donc, je cherche ce que je pourrais lui dire d'utile et de concret pour qu'elle puisse écouter ses envies à elle et ne pas se sentir obligée d'aller jusqu'au bout juste pour faire plaisir à l'autre. Mais quand j'essaye de lui en parler, je sais pas trop comment m'y prendre, ça la gêne et en général, elle me demande de lui foutre la paix. Et donc, je flippe. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller plus fort? Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Arnaud Forest et produite par Arte Radio. Épisode 27, le mythe de l'allumeuse. Dans cet épisode, certains témoignages peuvent être difficiles à écouter. Je flippe d'autant plus qu'exactement à l'âge qu'a ma fille aujourd'hui, l'été 90, à la fin de ma 3e, moi aussi, je suis partie en colonie de vacances, sur la Côte d'Azur. Et ce qui m'avait tout de suite beaucoup plu en arrivant là-bas, c'est un des animateurs du centre de vacances, un brun qui venait de La Ciotat. Je trouvais qu'il ressemblait à Bruce Willis et j'arrêtais pas de lui tourner autour. Et à la boum du dernier soir, je me suis fait prêter par une copine de chambrée une espèce de bustier à balconnet, hyper décolleté, qui a réussi à attirer l'attention du moniteur. Il m'a invité à danser un slow. Et après, je sais plus comment, les choses se sont emballées. Je me suis retrouvée allongée dans un dortoir désert, sans le bustier à balconnet et avec le moniteur en rut qui commençait à vouloir aussi m'enlever le bas. Je me souviens que je n'en revenais pas de lui faire autant d'effets et en même temps j'étais tétanisée par ce qu'il était en train d'entreprendre vu qu'à l'époque je n'étais jamais allée plus loin qu'embrasser un correspondant irlandais sur la bouche avec la langue. Donc ça allait beaucoup trop vite pour moi. Je contrôlais plus grand-chose de la situation. Et 35 ans après, je me demande encore comment ça se serait terminé s'il n'y avait pas eu, heureusement, tout à coup, de l'agitation dans le couloir. Le moniteur a soudain retrouvé sa température normale et il m'a discrètement exfiltré du dortoir. Voilà. Est-ce que ma fille s'en sortirait mieux si elle se retrouvait embringuée dans le même style de situation cet été? Ce qui m'angoisse a posteriori, c'est de repenser à ma passivité ce soir-là. Comment j'ai pu me laisser faire comme ça? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour pas être foutue d'expliquer gentiment au moniteur que j'étais pas prête? De quoi j'avais si peur? De le décevoir? D'avoir l'air d'une gamine? Ou pire, d'une allumeuse? Je sais toujours pas bien, mais le petit mot que je viens d'utiliser là, allumeuse, tellement banal qu'on pourrait le croire inoffensif, j'ai été surprise de voir qu'il faisait l'objet d'un essai entier paru récemment aux éditions du Seuil, Allumeuse, genèse d'un mythe, par Christine Van Gien. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait lancer cette fameuse discussion que je n'arrive pas à avoir avec ma fille. Moi, j'ai 2 filles également, une de 20 ans, une de 15 ans. Christine Van Gien, l'autrice de cet essai, qui est professeure de philosophie à Rennes, m'a expliqué qu'elle s'est mise à s'intéresser de plus près à cette notion d'allumeuse en observant ces 2 grandes filles se pomponner avant de sortir. Mes filles, elles se font belles avant de sortir.
Les miennes passent des heures à se faire belle. Ma cadette vient même d'investir son argent de poche dans un fer à lisser les cheveux, alors qu'elle est seulement en 5e. Donc, ça m'intéresse que Christine Van Gien fasse démarrer la réflexion dès le stade du miroir, dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on cherche à allumer exactement quand on se tartine de fard à paupières ou de gloss à lèvres ? Quand on est une fille, c'est très difficile de ne pas porter une grande attention à son image avant de sortir dans le monde. Et faire le choix de ne pas s'apprêter beaucoup, c'est un choix énorme qui va vous confronter à des réactions du monde extérieur, de vous demander de vous justifier. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce devoir d'être avenante ? Et après, où est la limite entre être avenante et susciter du désir ? C'est ça tout le problème. La séduction, en soi, c'est le piège. Si j'accepte de me définir en tant que femme par la séduction, dans la vision traditionnelle patriarcale des choses, ça veut dire j'envoie le message que je me prépare, je me présente comme offerte. Et moi, j'ai choisi d'utiliser le mot allumeuse parce que c'est une petite épithète qui m'a touchée moi dans mon adolescence et je remarque que ça résonne chez d'autres. Alors j'ai voulu vérifier si ça résonnait aussi pour ma fille aînée. Et donc, quand elle a débarqué un mercredi après-midi avec 2 copines de sa classe de 3e, je leur ai demandé si c'était un mot qu'elles utilisaient, allumeuse, et si ça leur arrivait de l'entendre dans la cour du collège. On l'emploie plus trop. Non, ça existe, il y a encore des gens qui l'emploient, mais dans le langage des jeunes, c'est moins ce qu'on emploie. Qu'est-ce qu'on dit dans le langage ? C'est BDH du coup. Quoi ? Bandeuse d'hommes. BDH, moi j'étais complètement passée à côté. Bandeuse d'hommes, bandée au sens de érection. Oui. Faire bander. Donc c'est quand même très cru comme terme. En gros, c'est quand c'est une fille qui, genre, elle veut attirer l'attention, donc elle parle fort, elle rigole fort. Elle est beaucoup elle entre les s'habille un garçons. peu de manière provocante. Ouais, c'est-à-dire que, nous, l'exemple qu'on a là, c'est genre en hiver, une fille qui met des mini débardeurs, on va se dire, c'est un peu pour attirer l'attention des garçons, c'est ça que je vois le plus en soi. Ouais. Je pense que tout le monde ici s'est déjà fait traiter de BDH pour un truc en soi, pas du tout, mais donc c'est ce qui prouve que... Tu t'es déjà fait traiter de BDH ? Moi, oui. Parce que je m'habillais un peu... en crop top et tout, ouais, quoi. Tout comme ça. Allumeuse, pour moi, c'est un terme plus fort, genre. Une fille, j'aurais moins honte de traiter une fille de BDH qu'une fille d'allumeuse, parce que je trouve qu'allumeuse... c'est quand même... Je sais pas, je trouve que déjà, c'est plus un terme que les garçons... Ouais, et puis c'est plus un terme que les garçons utilisent, et donc ça me met un peu mal à l'aise, puisque c'est pas... Alors que là, BDH, c'est tout le monde. Bon, bandeuse d'hommes ou allumeuse, rien de nouveau sous le crop top. Ça brasse les mêmes archaïsmes et les mêmes ambiguïtés. Le mot allumeuse, il comporte une certaine ambiguïté. C'est une fille qui crée du désir et qui le crée volontairement. Ça, c'est la première définition d'allumeuse. La seconde définition, c'est une fille qui crée de la frustration, qui va promener ses charmes sous le nez d'un homme pour ensuite, bien exprès, se retirer du jeu sexuel juste avant qu'il s'accomplisse. On vous dit d'un côté, il faut quand même être mignonne, il faut quand même être jolie, parce que ça, c'est l'injonction fondamentale, sinon vous n'êtes pas féminine. Donc il faut quand même un petit peu allumer. Et après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, en fait, le mot allumeuse, il vient dire « si tu as suscité du désir chez moi, c'est nécessairement que tu savais ce que tu faisais ». Et dans la façon dont on se raconte les histoires dans un contexte patriarcal, moi, homme, j'ai le droit d'utiliser ce ticket d'entrée que tu m'as offert sur ton corps en venant me montrer tes charmes. Évidemment, qui décide que tu as créé du désir ? C'est la personne qui dit allumeuse. C'est pas du tout la personne à qui ça s'adresse. Et c'est un terme d'une violence qui est en réalité insoutenable sous son jour un peu anodin, allumeuse, une petite flamme, bon. Non, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire tu as suscité du désir et tu dois à présent en supporter les conséquences. Et la question que je pose et à laquelle j'essaie de répondre, c'est mais tiens donc, pourquoi cette histoire-là ? Pourquoi on se la raconte ? Et qu'est-ce qu'elle vient cacher ? J'ai demandé à différentes femmes quelles histoires vécues ce terme d'allumeuse leur rappelait.
Et ce qui m'a frappée dans les souvenirs qu'elles ont bien voulu me raconter, c'est à quel point le mot plane sur les premières rencontres. Même quand il n'est pas explicitement prononcé. Il est là, en arrière-fond, dans la tête, avec son double sens mi-compliment, mi-insulte. Ça crée toute une zone trouble sur laquelle il faut apprendre à naviguer. Quand j'avais 23 ans, je suis allée faire un stage à Madrid de ciné. Et j'ai eu vachement de mal à trouver un logement, j'avais pas beaucoup de thunes. Donc j'ai trouvé un appart en coloc avec 2 autres mecs. Il y avait d'autres appartements au même niveau, avec des jeunes qui venaient d'un peu partout dans le monde. Donc c'était vraiment Madrid comme je pouvais l'imaginer. Et donc c'était une grande liberté, parce que j'étais avec des amis, que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Et ça passait aussi par donc cette forme de séduction qui dit sortir le soir, rentrer tard, boire des coups, disait aussi rencontrer des mecs. Parmi les colocs, il y avait un Américain qui faisait partie d'une fraternité et qui, quand il m'a raconté son université aux États-Unis, c'était un énorme macho, raciste, un peu la caricature du bourrin. Mais je passais très peu de temps là, dans l'appart, parce qu'on était vachement à l'étroit. Et je me souviens vraiment de cette chaleur à Madrid, où en fait juste un peu le vent dans la jupe et tu marches, t'es bien, il y a du monde partout, ça parle espagnol et ouais, je sais pas, t'as le corps rempli d'une énergie qui est celle de la jeunesse et tout est possible. Je marche une fin d'après-midi pour rentrer chez moi et là en fait je croise le regard d'un mec, un grand brun avec des cheveux mi-longs, raides, les yeux noirs et un peu mat de peau. Et je croise son regard et je continue de marcher et lui aussi. Et puis là, vraiment, c'est ridicule parce que c'est exactement, c'est comme au cinéma. Il se retourne et je me retourne. Moi, je le trouve très beau, donc j'ose le regarder droit dans les yeux et j'ai pas de pression sociale ou familiale ou quoi que ce soit qui me dit tu n'as pas le droit de regarder cet homme dans les yeux et d'assumer en fait le désir que ça suscite en toi. Je viens d'un pays où les femmes ne regardent pas les hommes dans la rue. Quand tu es une femme au Maroc, c'est les hommes qui te regardent et qui se permettent de te regarder en continu, qui regardent tes seins, tes fesses, évidemment qui te parlent, quand c'est moins cool, ils te touchent. Et en fait, je pense que c'était aussi une sorte de vengeance sur... en fait, je suis une nana, j'ai le droit, moi aussi, de mater les mecs si j'en ai envie. Et là, on se sourit et il avance vers moi et puis on commence à parler. Il devait avoir 6-7 ans de plus que moi, je pense. Donc on parle, on marche ensemble. Et comme c'était la fin de journée, je me suis dit, je l'invite à monter dans mon appartement. Et là, on est il y avait un balcon et puis on discute, très sympa. Et il y avait donc ce coloc américain qui était là, qui me demande qui c'est le mec et tout. Je lui dis on vient de se rencontrer, voilà. Mais je sentais son regard derrière moi, un peu vraiment comme une photo. Je me vois moi de dos, avec les cheveux dans le vent, avec l'Espagnol habillé en blanc et cet Américain derrière qui regarde la scène. J'ai aussi vu au fur et à mesure de la soirée que le mec commençait à devenir un peu bizarre, l'Espagnol, un peu agressif. Donc j'ai trouvé le moyen d'esquiver au bout d'un moment. Et en fait, j'ai dit clairement au mec que ça allait pas le faire, qu'on se reverrait pas et que ça n'irait pas plus loin.
Et donc je monte me coucher, c'est la nuit, il est 1h30 du matin, voilà. Et je suis totalement endormie. Et puis à un moment donné, je sens quelqu'un qui rentre dans mon lit et qui commence à se coller à moi. Et là, je me retourne et je me mets à hurler. Je vois que c'est l'Américain et je le pousse en lui disant « Mais t'es complètement fou !» Je suis sortie du lit et le lendemain matin, j'ai rangé mes affaires, j'ai fait ma valise et voilà, j'ai plus jamais remis les pieds dans cet endroit. Je pensais très sérieusement sur le moment que c'était quelque chose que j'allais oublier et que voilà, que c'était un peu anecdotique. C'est bien plus tard que je réalise, je me dis ok, en fait là, il m'a vue dans une situation de séduction et il s'est dit la fille est une fille facile, alors qu'il m'a rien vu faire avec cet Espagnol, ni l'embrasser, ni quoi que ce soit, mais ça a autorisé un truc dans sa tête de se dire je peux faire ça, je peux rentrer dans le lit de ma coloc. J'aurais aimé aller porter plainte, j'aurais aimé le dénoncer auprès des autres colocs, mais j'ai rien fait. Je suis juste partie. Comment se débarrasser de tous ces sous-entendus insidieux que charrie la figure de l'allumeuse et qui nous ont tout entraînés à un moment ou un autre de notre vie dans ce genre de scénario quand même bien moisi? Eh ben, c'est toujours pareil. Il faut se mettre au travail et essayer de tout décortiquer méthodiquement, comme Christine Van Gien dans son livre. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement, allumeuse, à l'origine? D'où il sort ce mot? Qui l'a inventé? Alors, vous allez rigoler, mais allumeuse, c'est de l'argot de flic au départ. C'est-à-dire que donc vers les années 1850, il y avait des réverbères qui s'allumaient à la main. Il fallait ouvrir une petite vitre et mettre une flamme, ouvrir le gaz, etc. Donc il y avait des allumeurs et des allumeuses d'ailleurs, les deux réverbères. Et les policiers se sont amusés à appeler allumeuses tout court les prostituées qui sortaient à la même heure que les allumeurs de réverbères. Les allumeuses n'allumaient pas les réverbères, dans cette fine plaisanterie, n'est-ce pas, mais elles allumaient les bons bourgeois qui sortaient à cette heure-là. Avant, c'était l'heure des bonnes bourgeoises, des femmes bien, et qui, à l'heure des allumeuses, devaient, elles, rentrer à la maison. Une allumeuse, ça devient très vite dans le langage populaire, toute femme qui excite les hommes. Parce qu'on a dans notre langue toute une métaphore filée de l'amour comme feu, comme flamme, comme étincelle qui prend, etc. En fait, ce petit mot de policier, allumeuse, est sorti de l'argot et du jargon policier pour devenir une fille qui chauffe, quoi, une fille qui chauffe les gars. Et assez rapidement, on s'est mis à appeler allumeuses celles qui ne font que allumer sans éteindre. Livrant tout, ne donnant rien, elles ont du chic, beaucoup de chiens, les allumeuses. Se donnent d'esprit et non de corps, c'est ce qu'elles ont de plus retors, les gueuses. On dirait parfois des femmes très bien, les allumeuses, alors fuyez, fuyez, méfiez-vous. Ce sont des brebis qui mangent les loups, les gueuses. Je suis tombée sur Le Cri de Nîmes, hebdomadaire humoristique illustré, du samedi 11 mai 1912. Ça s'appelle La Ballade des allumeuses. Et allumeuse, ça rime avec gueuse. Gueuse, à l'époque, c'est la pute de maintenant, c'est la connasse, la salope, quoi. Ce sont des brebis qui mangent les loups. C'est intéressant comme image. Ça fait référence à La Fontaine, n'est-ce pas, le loup et l'agneau. Les allumeuses, c'est le troupeau des femmes, les brebis. Donc on comprend bien que qui est-ce qui devrait le dominer? C'est les loups. Et elles, les gueuses, elles se mettent à renverser le truc. Donc,
En disant « ce sont des brebis qui mangent les loups », on accuse les filles de ne pas se laisser faire tout le temps. C'est-à-dire que les dominants ne peuvent pas dominer tranquille. Bon, c'est ça que ça dit Allumeuse, quoi. Prince, qu'elles soient rousses ou châtains, brunes ou blondes, bon teint, méfie-toi des allumeuses. Elles te feront t'éteindre tout seul, et ça te foutra une sale gueule. Ah, les queuses. Les dominants, ils se servent du mot allumeuse pour ancrer cette domination en accusant les dominées d'être les dominantes. Et je dirais que toute structure de domination, qu'elle soit raciste, classiste ou sexiste, elle va toujours se fonder sur une accusation faite envers le ou la dominé d'être la source du problème. Et c'est ça qui fait que ça dure, c'est ça qui fait que ça marche. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on aille chercher à la racine pour renverser le truc et ne plus se laisser faire. D'accord, donc allons-y, chercher le problème à la racine, mais il va falloir déterrer pas mal de couches. Creuser déjà au moins jusqu'au 19e siècle, là où le terme a germé. Ça peut sembler loin du niveau de la surface actuelle, mais justement, la morale sexuelle qui s'est nichée dans le sol à ce moment-là nous contamine d'autant plus insidieusement qu'on pense qu'elle est enfouie là-bas tout au fond. Alors que c'est comme une nappe phréatique ou des déchets radioactifs. Ça remonte. On a du mal à concevoir ce qu'était la situation au 19e. Effectivement, la difficulté, c'est d'essayer de comprendre des valeurs qui ne sont plus les nôtres. Donc c'est ça qui est difficile, surtout sur des sujets qui sont aujourd'hui très controversés. C'est vraiment un monde complètement différent, mais il en est quand même resté pas mal de choses. La grande sociologue du droit Irène Théry est spécialiste de la famille et de la vie privée. C'est à elle que j'ai demandé de l'aide pour mener nos fouilles historiques, parce que dans son dernier livre, Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle, elle nous ressort des entrailles de la Terre tout le système qui cadenassait la vie sexuelle au XIXe siècle. Mais quand je dis cadenassé, c'est à un point qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Alors dans cette conception, la sexualité masculine et la sexualité féminine ne sont pas du tout les mêmes. En gros, la sexualité qui est acceptée, c'est l'hétérosexualité déjà. L'homosexualité est renvoyée du côté du vice et de la pathologie. Il est considéré que naturellement, l'homme a une sexualité que j'appelle de conquête, mais on pourrait dire aussi une sexualité de prédation. On considère que dans sa nature même, son instinct sexuel fait qu'il va chercher à le satisfaire de toutes les façons possibles. Et en face, pour la femme, une sexualité, au contraire, très réservée, qui ne doit être éveillée que par l'homme, que dans un cadre particulier qui est le mariage, qui donne un statut digne à cette sexualité. La sexualité bien vue, honorable, doit se passer dans le mariage. Donc, il y a cette différence. Donc, une sexualité de conquête pour l'homme, pour la femme, une sexualité, j'appellerais une sexualité de citadelle, au sens où une femme a d'autant plus de valeur qu'elle est difficile à prendre, comme une citadelle, chose qu'on n'attend pas du tout pour les hommes. Et alors, ce qui fait tenir le système, parce qu'il y a quand même, en gros, une même morale conjugale. On doit attendre le mariage, tomber amoureux, faire sa cour, s'engager à la fidélité, etc. Alors, qu'est-ce qui va faire que coexiste une morale matrimoniale et une double morale sexuelle? C'est le système des secrets de famille. C'est-à-dire, les hommes peuvent avoir une vie sexuelle hors du mariage dès lors que c'est dans le silence, en passant par la porte de derrière. Et là, tout est permis du moment que ça n'est pas affiché. Les femmes le savent, les maris leur ramènent des MST, en particulier la syphilis, mais on n'en parle pas. Et donc, ça veut dire qu'à côté du mariage, qui est le lieu de la sexualité honorable, on va avoir une autre sexualité qui n'est pas honorable, mais qui est pour le vice et le plaisir. Ça fait au moins 2 semaines. Je suis pas beaucoup sorti. J'avais pas la tête à ça. Et maintenant, tu as la tête à ça. Très. Prends à boire et rejoins-moi dans la chambre au rideau noir. La famille avec sa façade haussmannienne et derrière les maisons de passe, les cocottes, les femmes entretenues, les bourgeois qui vont chercher des petits rats de l'opéra.
comme c'est vu dans les tableaux de Degas, etc. Mais encore une fois, c'est un jeu parfaitement hypocrite. Est-ce que vous imaginez les générations de névrosés qu'a dû engendrer un tel système de double jeu, de faux semblants, de non-dits? D'ailleurs, pour Christine Van Gien, il y a un lien direct entre cette sexualité masculine complètement schizo et l'apparition dans la langue française du mot allumeuse. Pour elle, c'est comme un symptôme. C'est intéressant de voir que ce mot allumeuse, il est né à une époque où Mallarmé écrivait « La chair est triste, hélas », et j'ai lu tous les livres. Bon, la chair est triste, hélas, effectivement, les relations sexuelles étaient extrêmement réglées, quoi. Il y avait aussi un tel carcan du rôle de chacun des deux sexes, et donc il n'y a pas beaucoup d'échappées pour le fantasme, l'aventure, l'éros, et il me semble que cette invention de l'allumeuse, c'est aussi une femme qui échappe, une femme qu'il faut aller chercher. Parce que pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait un manque, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne veuille pas de moi tout de suite, quoi. Voilà, c'est une histoire qu'on se raconte, donc un désir de fuite vers quelque chose qui échappe. Je pense par exemple à la première fois que ce mot a été utilisé dans la littérature française. C'est assez rigolo parce que c'est sous la plume d'un auteur très raffiné qui s'appelle Huysmans. Il y a un personnage qui a dragué une fille, elle vient chez lui, on le voit préparer l'appartement, il met des petits coussins à droite à gauche en s'imaginant où est-ce qu'elle pourrait mettre sa tête, etc. Donc il s'y voit complètement, il a hyper envie. Et donc la femme arrive, elle s'appelle Hyacinthe Chantelouve, et elle est bien disposée, elle parle un peu de ses fantasmes et tout. Et là il commence à paniquer, étape suivante, ils sont dans les bras l'un de l'autre, et là elle ondule du bassin. Je dirais, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que pas du tout. Lui pète un câble. Donc, on a accès à ce qui se dit. Elle veut avoir du plaisir en me touchant. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il est terrifié de la relation sexuelle, parce que terrifié du désir féminin, il ne sait pas faire. Il est terrifié de la réciprocité. Et donc là, il la repousse. Elle redevient toute farouche. Puis, elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. Et il faut qu'elle se dépêche parce qu'elle sent bien que sinon elle va se faire violer parce que lui, du coup, là, tout à coup, il veut passer à quelque chose de violent, de dominateur. Et lorsque elle est partie, il va se raconter l'histoire. C'est incroyable, mais vraiment, c'est une allumeuse. Et c'est la première fois que en littérature française, le mot apparaît. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que qui c'est qui a allumé ? C'est lui qui a été la chercher, c'est lui qui lui a proposé du sexe, c'est lui qui l'a fait venir dans son appartement et qui l'a repoussé. Donc il est allumeur dans tous les sens du terme. Mais allumeur en masculin, ça n'existe pas. Donc il ne peut pas se penser allumeur. Bon ben voilà, ça devient une projection. Allumeuse, c'est un concept projectif et qui, à chaque fois qu'il est dit, traduit une frustration, un non-dit chez celui qui le prononce. C'est une notion écran. Et au fond, le mal, c'est toujours dire ça. C'est trouver un autre qu'on accuse de ce qu'on n'arrive pas à regarder en face chez soi. C'est pas moi, c'est l'autre. Pas mal, non ? Cette piste d'interprétation que propose Christine Van Gien. L'allumeuse comme une fiction que se serait inventé le désir masculin pour masquer ce que la sexualité hétérosexuelle du 19e avait de complètement biaisé, avec sa stricte répartition des rôles, hyper asymétrique. Irène Théry le décrit très bien. Il n'y a pas deux catégories d'hommes, il n'y en a qu'une. Et ils vont et viennent entre la maison et les lieux de plaisir. Et pour les femmes, il y a deux catégories de femmes. Les honorables épouses et mères de famille, éduquées avec une ignorance d'oie blanche. Elles découvrent tout la nuit de noces, elles sont horrifiées. Ou les filles perdues, les putains, les prostituées, les filles mères. Et donc, pour les femmes, eh bien, il y a une alternative qui se pose à chaque jeune fille, qui est de savoir dans quelle catégorie de femme elle va être placée. Chaque jeune fille qui entame sa vie sexuelle doit avoir soin de ne pas tomber du mauvais côté. Voilà. Et donc, les filles perdues sont celles, évidemment, qui n'ont pas d'honneur, sur lesquelles tout le monde peut passer. Dès qu'une fille est cataloguée du côté des filles perdues, elle perd sa valeur et n'est plus une citadelle,
Et du coup, elle est accessible. Quand il y a un simple rapport sexuel hors mariage, quel qu'il soit lié à un viol, comme ça arrivait très souvent pour les domestiques ou les ouvrières ou les employés des commerces au XIXe siècle, par leur patron, ou que ça soit une histoire d'amour, si la fille tombe enceinte après, la honte sera portée uniquement par la femme. Il n'y a jamais de honte pour le séducteur, qui a obtenu que la femme se livre même en dehors des règles, donc sur-responsabilisation des femmes, sous-responsabilisation des hommes. Donc cette asymétrie, on a du mal à la concevoir aujourd'hui, même si elle a encore des effets sur nous. C'était il y a 4 ans, c'était en janvier, donc c'était en 2020. C'était une semaine de vacances universitaires. J'étais en première année d'études et c'était un voyage organisé en janvier dans une station de ski avec 200 personnes de ma promotion et des promotions au-dessus. C'est surtout des très bons élèves qui ont été élevés dans des milieux plutôt privilégiés, même si l'école essaye au maximum de diversifier les profils. Des gens qui ont un capital culturel quand même assez élevé. La semaine se passait extrêmement bien, j'étais très 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 heureuse. On skiait de 8h le matin jusqu'à 17h. On faisait tous la fête ensemble tous les soirs. Et pendant cette semaine-là, je me suis aperçue que j'ai l'air de plaire aux garçons. C'est pas forcément un truc qui était évident pour moi à cette époque-là parce que je sortais du lycée, j'avais beaucoup d'acné, j'avais porté des bagues longtemps, j'étais très très grande, je me tenais un peu courbée. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette école, ça m'a surprise et j'ai eu cette envie d'en profiter tout de suite. J'ai eu mes premières expériences, j'embrassais des garçons en boîte, ça me faisait du bien donc je le faisais. Et j'ai continué en fait pendant cette semaine d'intégration. Je voyais que je plaisais. J'apprenais à draguer en même temps. C'est-à-dire que comme je l'avais pas vraiment fait avant, pendant la semaine, il m'arrivait d'embrasser 2-3 garçons, comme on peut le faire quand on a 18 ans. Pour moi, allumeuse, c'est vraiment un terme extrêmement péjoratif. C'est-à-dire que je me suis jamais dit je suis une allumeuse. Moi, dans ma tête, c'était juste échanger un contact physique avec quelqu'un qui en avait autant envie que moi, dans un cadre qui s'y prêtait. Du plaisir partagé, et donc jamais je me suis dit ah non là j'abuse quand même, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ou non je vais pas faire juste que l'embrasser parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi. Non. Arrive le dernier jour, il y a une petite soirée qui est organisée dans l'une des chambres pour se retrouver, boire un dernier verre, faire un peu la fête avant le départ, sachant que le lendemain, on devait libérer les chambres à 6h du mat avec nos valises faites, tout le matos dehors, les chambres super clean, l'état des lieux fait. Donc j'avais pris la décision de passer en fait dans cette chambre-là où il y avait tout le monde en train de boire des bières, juste pour faire un coucou, passer un dernier moment tous ensemble et aller me coucher. Et un groupe d'amis à moi me glissait l'idée qu'un certain mec était intéressé par moi. Je l'avais surpris en train de me regarder assez intensément à plusieurs reprises. Et donc ces personnes-là me disent il nous a dit que tu l'intéressais, il était grand, il correspondait aux critères de beauté, il était un peu mystérieux, the cliché du mec BG quoi. Moi, j'avais passé une super semaine, j'avais pas forcément l'envie de remettre ça, pas 100% motivée, mais en me disant que j'ai peur de rater un truc. Allons voir. Donc je vais lui parler, discussion pas extraordinaire, donc je bois mon verre et voilà, je tourne les talons et je rentre chez moi. Je rentre dans ma chambre et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'il m'avait suivie. Donc il y avait un peu cette idée-là, je pense, dans sa tête de « on a discuté et elle retourne dans sa chambre, je dois sûrement y voir un signe, c'est sûrement qu'elle a envie de prolonger ailleurs et en fait c'est une invitation ». Et il a fait irruption dans la chambre, sans frapper, et il m'a sauté dessus
en m'embrassant et en m'agrippant la taille. J'ai choisi une forme de stratégie de modération. Je lui ai proposé de fumer une clope sur le balcon pour le calmer, déjà pour qu'il arrête de me toucher. Il accepte, je lui file une clope, on fume sur le balcon. Du coup, j'essayais de caser dans la conversation que c'est vrai que c'était une semaine intense, que j'étais fatiguée, que je crois que c'est mieux si je vais juste dormir. Et donc à ce moment-là, je sens malgré tout qu'il ne m'écoute pas et qu'il n'en a absolument rien à faire de ce que je suis en train de lui dire. Il fume sa clope, il me regarde avec cet air presque méprisant. Et tout bonnement, quand il a fini sa clope, il me soulève pour m'allonger sur le lit et pour se mettre sur moi. Il m'enlève mon haut. J'ai tellement peur que je suis incapable de faire quoi que ce soit et je l'observe me toucher la poitrine. C'est comme si je me voyais d'en haut. Il me retire donc mon bas de pyjama, me retire mes sous-vêtements et commence à me doiter. Je suis tellement sidérée par la non-considération qu'il a pour moi que je suis complètement anéantie physiquement. Mon corps, j'ai l'impression qu'il pèse 300 kilos et j'arrête de bouger. Je me souviens avoir abandonné en fait. Et c'est au moment où en fait il commence à enlever son bas de pantalon que là d'un coup j'ai un sursaut de je n'ai pas envie, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Et à ce moment-là, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que je me souviens que dans la chambre, on n'est pas seul. Dans la chambre, il y a une de mes meilleures amies qui a la grippe, qui a 42 fièvres, qui n'a pas pu aller à la soirée à cause de son état et qui est sûrement en train d'essayer de dormir. J'avais oublié, mais elle est en train d'entendre ce qui se passe. Et c'est aussi une chose qui m'a permis de revenir à moi à ce moment-là, c'est de me dire, j'ai pas envie qu'elle entende son amie se faire violer. J'ai envie qu'elle entende son amie en train d'essayer de résister et de lutter contre ce mec qui est en train de prendre possession de son corps. J'ai replié mes jambes et d'un coup, je l'ai expulsé en dehors du lit. Je me suis relevée à ce moment-là et j'ai commencé à hurler « Va-t'en, je veux que tu t'en ailles ». Et je l'ai répété plusieurs fois. Et là, il me sort cette phrase qui est si fortement inscrite dans ma tête. Comment il l'a dit, le ton qu'il a employé, il me dit « T'es sûre ?» Et là, il y a presque une partie de moi qui a eu envie de rire. Comme si c'était une question, comme si, encore une fois, à ce moment-là, j'étais en train de lui dire non pour lui dire oui. Alors que c'est quelqu'un qui fait des études prestigieuses, que en plus, l'école prenait ses dispositions pour qu'il n'y ait pas de violences sexistes et sexuelles au sein de la semaine. Il y avait des affichages dans les couloirs. Il y avait littéralement la phrase marquée « Quand c'est pas oui, c'est non ». Il y avait des stories Instagram postées avant les soirées sur le consentement. Le gars était parfaitement au courant. Et pourtant, quand il est en face de moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Il ne pouvait pas croire que je n'ai pas envie de poursuivre. Je lui dis « Oui, je suis sûre ». Et il me dit « Ok ». Et en traînant la patte, il s'en va de ma chambre. Mais à reculons, hein, je pense qu'on n'a pas marché aussi lentement depuis très très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Hein. Chez toutes les femmes que j'ai enregistrées pour cet épisode, j'ai retrouvé la même consternation, a posteriori, d'avoir pu encaisser des expériences aussi glauques sans moufter plus que ça. Et je voudrais que ma fille entende ces histoires pour l'aider à anticiper ce qui pourrait lui arriver, qu'elle sache se défendre au cas où le moment venu. Mais c'est un peu naze aussi, je trouve, sur le plan éducatif, de focaliser juste sur les risques, comme si ça faisait forcément partie du jeu, au lieu de lui donner envie de plutôt changer les règles. J'ai demandé à Irène Théry comment elle s'y prendrait à ma place. Et elle s'est un peu foutue de ma gueule. D'abord, je pense que les mères ne sont pas là pour donner des conseils sexuels à leurs filles, déjà. On ne parle pas. Je pense que la sexualité est ce par quoi on se défamilialise. On ne peut donner que des conseils de prudence. Donc, la question, c'est de transmettre quelle est la nouvelle règle du jeu. Voilà.
Et la nouvelle règle du jeu, je pense qu'on peut l'expliciter. Aujourd'hui, la nouvelle génération essaye de nous libérer de ce qui restait de ces asymétries pour que ce qu'on appelait le consentement passif soit questionné. On ne dit plus quand une femme du monde dit non, cela veut dire peut-être. Quand elle dit peut-être, cela veut dire oui. Et quand elle dit oui, ça n'est pas une femme du monde. Cette formule de Georges Bernard Shaw, c'est vraiment la morale bourgeoise du 19e. Cette double morale, au fond, ne correspond pas aux valeurs de mixité d'aujourd'hui, d'égalité, mais ça veut dire qu'il faut une autre règle du jeu. Ce qui me paraît être la nouvelle règle du jeu, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, qu'il faut s'assurer d'une sorte de consentement-contrat. Je pense qu'il est très important de comprendre la différence entre un consentement-contrat et un consentement sexuel. Parce que si on comprend ça, on comprend tout. Avant, la règle du jeu matrimonial était tout organisée autour du consentement, mais c'était le consentement au mariage. C'était un consentement à une personne et à un statut dans lequel donc on s'engageait aussi à une certaine morale sexuelle, la monogamie, etc. Mais ce consentement explicite, devant témoin, c'est un consentement engagement. Dans ce consentement, il y a l'engagement à se comporter d'une certaine façon. Et beaucoup de gens croient que le consentement sexuel, c'est une sorte de consentement au mariage, mais sans mariage. Il y a des applis de rencontre, paraît-il, où on vous propose de consentir à l'avance. Mais non, le consentement sexuel n'est pas un consentement contrat. C'est une manière d'agir, c'est une modalité de la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous échangez des sourires, vous échangez des regards, un moment, et vous le faites de façon consentie. Ce qui est consenti, c'est la façon dont vous faites les choses. Mais elle n'est pas un engagement. Et donc, si on a consenti à un moment, ça ne veut pas dire que on consentira plus tard. Il se passe des choses et à chaque fois, il faut que la modalité soit consentie. À chaque étape, l'un s'engage sur un geste, un mot, mais l'autre saura répondre pour faire comprendre que mais oui, c'est très bien, ce mot l'a touché, ce geste lui a plu, et donc renvoyer autre chose, etc. Les témoignages du fait que l'échange est consenti se passent par des jeux de réciprocité. Alors que dans le schéma du passé, dès que la femme avait manifesté un peu de désir sexuel, elle était déjà cataloguée du côté des filles perdues et on pouvait tout s'autoriser avec elle. En scrollant sur Twitter un soir, quelques jours après avoir écouté Juliette me raconter sa semaine d'intégration au ski, je suis tombée sur une enquête menée aux États-Unis en 2023, le Girls Index, qui n'a pas arrangé mes angoisses maternelles. Elle a été menée dans des établissements scolaires auprès de 10 000 adolescentes américaines et figurez-vous que 46% des filles déclarent ne pas oser dire ce qu'elles pensent vraiment, de peur d'être rejetées ou de ne pas réussir. Le chiffre monte même à 62% chez celles qui ont plus de 16 sur 20 de moyenne scolaire. Comme si les filles qui avaient le plus d'opportunités avaient aussi le plus à perdre en ouvrant leur gueule. 7 ans après MeToo, c'est un peu à désespérer, mais Irène Théry, cœur sur elle, m'a donné une boussole à mettre dans le sac à dos de ma fille cet été pour naviguer, vaille que vaille, sur les flots agités du consentement. La question n'est pas simplement de constater le consentement. La question, c'est la séduction quand même. C'est pas pareil que quand on va acheter quelque chose et on dit on est bien d'accord. Il y a quelqu'un qu'on désire et on veut le conquérir. Donc il s'agit de susciter le consentement de l'autre. Et ça se fait pas d'un oui-non comme ça. Évidemment, le plaisir de la chose va être d'autant plus grand que dans l'ensemble, je veux bien jouer avec vous. Et dans le détail, je veux bien jouer à ci, à ça, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans le jeu érotique, il y a un moment qu'on ne sait pas exactement où on va. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. On sait très bien que c'est bon ou c'est pas bon. Ça, on le sait. L'indice, finalement, le plus sûr, c'est le sentiment de plaisir, de consentement au moment qui est en train de se jouer. Et c'est celui-là qu'il faut que les filles sachent exprimer et surtout entendre quand quelque chose, finalement, ne leur convient pas. Et la clé de tout ça, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que MeToo a mis cette question au centre, la clé de tout ça, c'est que la femme devienne
une véritable interlocutrice érotique, comme elle est une interlocutrice dans la vie sociale, dans la vie politique, une personne qui dit oui, qui dit non, qui dit je veux, qui s'exprime pas forcément explicitement, parce que l'implicite est un des bonheurs de la vie érotique, parce qu'elle passe par des jeux très particuliers, de physionomie, de gestes, de silence. Donc on voit pas pourquoi les gens s'en priveraient. L'explicite peut l'être aussi d'ailleurs. C'est un théâtre, on va dire, en quelque sorte. En fait, la clé du jeu, c'est le rapport entre son plaisir et le plaisir d'autrui. Et donc, c'est pas simplement faire attention à l'autre, c'est aller chercher dans la capacité à donner du plaisir ou à être attentif au plaisir d'autrui, son propre plaisir. Et ça, que la relation soit une relation de couple, une relation amoureuse ou une relation sexuelle sans lendemain, aussi bien dans les rapports homosexuels que dans les rapports hétérosexuels, mais qu'il y ait une certaine qualité du moment relationnel et du plaisir qu'il a donné à l'un et l'autre. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Arte Radio. À suivre.